Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Mendez de la société Aster pour évoquer comment la tech peut nous aider à mieux collaborer. Vincent est aussi écrivain et a publié les 7 commandements du management pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance, qui a été publié, si je ne me trompe pas, en octobre 2021, que je recommande fortement, mais on aura l'occasion d'y revenir. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Avant de rentrer dans le sujet, j'aime bien poser une question à mes invités. Quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique? Waouh, écoute, j'étais ça doit être peut-être CM1, CM2. Mon tout premier ordinateur, j'avais été avec mon père, gros bill et surcouf, pour le fabriquer moi-même, avec lui, en fait, avec mon aide, la carte mère et cetera et j'avais un ordinateur complètement fait main, quoi. Du coup, ma première expérience d'ordinateur, c'est de voir l'intérieur, quoi D'accord. et c'était trop bien. Ouais, c'était Surcouf. Ah, ouais, ça, surcouf, ouais. Ça ça date. rappelle, je sais même pas si ça existe encore. Euh, je sais même pas, mais ouais, ça date. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on montait les PC, hein, on achetait tout à droite, à gauche et on les montait. Et bah maintenant, merci pour ce premier retour. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours avant d'arriver à créer Aster? Bien sûr, j'ai un parcours assez classique, de quelqu'un qui fait des études scientifiques, bac S, prépa, sur Paris, maths sup, maths spé, sauf qu'en fait, moi, je voulais être pilote de chasse. C'est pour ça que j'étais bon à l'école et que j'ai fait une prépa, sauf que j'avais pas prévu que j'aurais un petit problème aux yeux, qui fait que je pouvais pas être pilote et je me suis retrouvé en école d'ingé, du coup, aux arts et métiers. Assez déçu, hein, même très déçu par ce rêve de 10 ans qui s'effondrait et sans savoir ce que j'allais faire et en fait, je me suis inscrit, concours, entrepreneurial qui s'appelait à l'époque les entrepreneuriales et où il fallait en fait, monter une équipe avec des gens d'écoles complètement différentes et pas que des ingés justement, ça c'était cool, et pendant 1 an de construire un projet entrepreneurial. Donc moi c'était sur la réalité virtuelle, des salles immersives et on avait remporté ce truc-là, le prix de l'innovation et en fait c'était une découverte pour moi. Je me suis dit: «Bah, en fait, je viens de trouver ce qui me fait vibrer de nouveau». C'est pas de faire des plans de dimensionnement pour construire des ponts et des moteurs d'avion, non, c'est l'entrepreneuriat et du coup, j'ai, commencé à monter ma boîte avec mes 2 associés, j'étais encore à l'école et puis, bah, la boîte est toujours là, 10 ans après, sauf qu'on a fait des choses différentes. On a créé un premier produit qui permettait d'évaluer la compatibilité entre associés, en termes de valeurs, de vision, de personnalité, et ce truc-là, s'est transformé en un produit pour les équipes au sens large, pas que les associés. Ce produit a été revendu et puis petit à petit, avec les clients qui étaient plutôt des grands groupes. Sur ce produit-là, on est arrivé sur le sujet de la réunion, parce qu'en fait, on leur a dit: «Bah, voilà, maintenant qu'on a vendu notre produit, on a envie de se relancer sur un autre produit avec, une baseline qui est toujours la même, hein, on veut, grâce à la tech, aider les humains à mieux, travailler ensemble au travail» et donc tous les sujets convergeaient un peu naturellement vers la réunion et qui est très painful, hein, on en fait beaucoup, ça prend beaucoup de temps, on s'en plaint beaucoup en termes d'efficacité, d'engagement, de suivi et cetera et donc c'est par ce constat-là et avec nos premiers clients, produits précédents qu'on a construit Aster, qui a été lancé chez les premiers groupes, en 2018. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, un Gazar. Ouais, Un exactement. Gazar, je connais assez bien parce que bah, mon parcours en prépa, la plupart partaient à l'école des arts et métiers. Je sais pas si je peux dire si j'ai eu la chance ou l'opportunité de ne pas y aller, je sais pas. Euh, mais voilà, moi ils partaient tous à Cluny. Euh, voilà, je sais pas, Exactement. t'étais où toi À Cluny aussi, ouais. à J'étais Cluny, d'accord, ok, ouais. ok. Donc moi là, enfin je vais te dire 60, je pense 80% de mes anciens de prépa sont des Gazards et Ouais, c'est un parcours assez atypique que tu as parce que souvent, comme tu le dis, c'est soit dans le BTP, soit dans la mécanique. Euh, exactement. j'en connais peu, ou alors ils ont bifurqué complètement ou pivoté complètement. Mais ouais, je trouve que c'est assez intéressant parce que ouais, c'est une belle école,
plein de choses. Et voilà, C'est vrai qu'on n'est pas amené à entreprendre forcément, même si on en voit de plus en plus. Et il y a une petite communauté d'entrepreneurs, Gadzar, qui est en train de vraiment de se développer. Il y a des belles initiatives. Et en fait, ce qui est intéressant avec les gens de cette école, c'est que c'est des gens qui sont très concernés par les enjeux sociétaux actuels, je suis vraiment. d'accord. Et du coup, ça se ressent beaucoup dans le monde du travail, que ce soit en entreprenant ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à la base, on est plutôt amené à travailler derrière des machines d'usinage Mm. ou des plans de bureau d'études, hein, c'est vrai. Mais j'étais tellement mauvais à ça que je pouvais vraiment pas y aller. Mais par contre, enfin, je te rejoins sur ce côté-là, c'est que ceux qui sont créés, enfin, qui ont monté quelque chose, ont plutôt, j'ai l'impression, bifurqué vers d'autres sujets. Moi, j'en ai un qui est plutôt dans le parti conseil en management. Même, il a été même très loin, parce qu'il a associé sa passion, parce qu'il fait de l'equi-coaching aussi. Voilà, il est sur Valence. Il est sur Valence. Maintenant, un autre qui a complètement bifurqué, qui est parti dans tout ce qu'on appelle le transmédia, donc tout ce qui est autour d'un monde virtuel, autour des jeux vidéo, etc. Après, il y en a qui sont partis dans le transport, il y en a qui sont partis. Ouais. Mais par contre, ceux qui sont plutôt, je trouve plutôt restés, sont plutôt quand même des gens qui sont plutôt dans le BTP, avec ces enjeux-là qu'on parle, hein, de mieux travailler ensemble, surtout avec des populations qui sont assez diffuses et Ouais, différentes. complètement. Voilà, non mais c'est ce côté Gadzar me parle, me parle forcément. Excellent. Ok. Bah, t'en parlais beaucoup là autour de ces réunions. C'est vrai que j'ai trouvé quelques chiffres. Déjà, on est passé à peu près je crois, d'après une enquête IFOP là, de Speechy qui a été fait pour Speechy qui a été fait en octobre 2021, le nombre de réunions a considérablement augmenté, passant d'une moyenne de 3 réunions par semaine en 2015 à plus de 5 aujourd'hui, voire plus de 6. Je ne sais pas si ces stats sont même pas à revoir, parce que quand je vois mon agenda, peut-être des fois, peut-être moins le tien, parce que tu t'impliques d'autres règles que tu nous expliqueras. Je trouve que c'est assez impressionnant. Et l'autre stat, c'est 27 jours par an en 2018 de réunion pour un cadre. C'est-à-dire, il passe plus de temps en réunion qu'en congé. Ouais. Enfin, je trouve que le chiffre est assez important. Je sais pas, toi, tes réactions par rapport à ça. Ouais, ouais, c'est en fait, effectivement, avant le Covid, on parlait de 6 semaines par an en réunion. Mm. Passer en réunion par un cadre, donc ça correspond à ce que tu dis. Les études concordent, mais ça a complètement explosé avec le télétravail et de manière plus pérenne le mode hybride. Parce que le mode hybride ne change pas le fait enfin, ne change pas ce constat-là, bien au contraire, tout devient réunion. On doit se parler, on doit évoquer un sujet, ça devient une réunion dans l'agenda. On a quand même perdu les moments de collaboration informels autour de la machine à café, etc. Alors, ces moments informels, il faut quand même les chérir et faire en sorte qu'elles reviennent. Et ça, moi, je perds pas espoir. Je pense réellement que sortie de crise, on va les retrouver. Mm. Néanmoins, le nombre de réunions va persister et vu le temps qu'ils prennent sur les agendas, c'est des vases communicants, hein. C'est-à-dire qu'on diminue le temps finalement que les équipes ont à prendre du recul sur le sujet, à produire, à travailler en dehors des réunions. Et sans parler du fait que ça a des conséquences même sur la vie personnelle des personnes, hein. Se faire une réunion de 19h à 20h, je pense que c'est agréable pour personne. Il suffit qu'il y ait des sujets de fuseau horaire en plus avec ça, et ça devient finalement assez courant. Donc, non, c'est en fait les constats de ce qu'on appelait la réunionnite se sont retrouvés un petit peu exacerbés avec le mode hybride. On parle de e-réunionnite maintenant. Il y a un truc qui va dans le bon, comment dire, qui est dans le bon sens, c'est que les réunions respectent un peu mieux les délais. Mais si elles respectent un peu mieux les délais, c'est parce qu'en fait, on a enchaîné les réunions back-to-back. C'est devenu très courant de finir une réunion et de se reconnecter à la suivante direct derrière, ce qui a un impact Mm. sur l'engagement, la motivation, l'efficacité de la réunion qui arrive, qui est désastreux. Même pas pouvoir avoir le temps d'aller prendre un café entre deux réunions. Enfin, et pourtant, c'est le quotidien de plein de gens aujourd'hui. Donc, non, ces sujets se retrouvent exacerbés. Du coup, le manque de préparation. J'arrive dans un sujet, je suis pas du tout focus et je sais plus de quoi on va parler. En plus, on n'a pas le temps de faire le suivi des actions, des décisions, parce que les réunions s'enchaînent, parce qu'en dehors de réunions, il faut quand même que je fasse des choses, parce Oui. que c'est pas mon métier de faire des réunions. Donc, voilà, on se retrouve, voilà, extrêmement anxiogène. Ça impacte
très clairement l'efficacité, la productivité des collaborateurs, des collaboratrices, des équipes. Et il y a des vraies solutions à ça qui sont aussi bien digitales que managériales et il faut les mettre en place dès maintenant parce que ce mode hybride va persister pour Oui. l'immense majorité des organisations. Je te rejoins complètement, ça va persister. Puis, alors d'un côté, tant mieux parce que ça veut dire qu'on va avoir ce côté hybride et que aussi, bah, voilà, le télétravail a aussi des avantages pour tout le monde. Il a des inconvénients. Je pense que pour moi, les inconvénients, on a les moyens de les résoudre. Et c'est important de le dire, pas que par les outils, il y a aussi la partie management. Et c'est aussi là où on se rejoint beaucoup dans tout ce que tu peux dire ou tout ce que tu as écrit ou voilà ou dans nos échanges qu'on a pu avoir aussi avant. C'est pas l'outil, enfin c'est pas l'humain qui est au service de l'outil, c'est l'outil qui est au service de l'humain, à l'humain de l'utiliser correctement et derrière de mettre aussi des pratiques managériales en place très claires, très précises. Voilà, enfin on pourra aussi en reparler tout à l'heure, mais je pense que, enfin, il y a plein de choses à faire qui sont hyper intéressantes pour aussi retrouver un peu plus de sérénité. Parce que derrière, c'est de la sérénité. Je pense qu'il y en a, on peut le voir Bien sûr. aujourd'hui, qui sont chez eux et qui travaillent de 8 heures du matin à 21 heures parce que bah, ils ont enchaîné les réunions entre 9 heures et 17-18 heures minimum, et qu'après, bah, il faut qu'ils traitent le reste parce que au-delà de la réunion, bah, il y a tout ce qui se passe autour. Les gens sont sursollicités. WhatsApp, SMS, téléphone, le Teams, le Slack, même parce que bon, j'ai des clients enfin, ou des connaissances qui ont le Teams, le Slack, le mail qui est toujours là, les réseaux sociaux. N'oublions pas aussi ça. Enfin voilà, je pense que Tu as complètement raison. Il y a, là où les outils sont censés t'aider à mieux travailler, mm, s'ils sont mal utilisés ou qu'ils sont trop nombreux, qu'ils se dupliquent, tu obtiens complètement l'effet inverse. Et WhatsApp, c'est extrêmement intéressant. C'est devenu un outil professionnel, enfin tellement perso et pro chez beaucoup de gens, dans beaucoup oui, d'entreprises. C'est mm, un truc de dingue. Ça montre à quel point c'est devenu difficile de séparer sa vie pro de sa vie perso. En tout cas, je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, il y a plein de gens qui vivent très bien avec ça, mais il y a un minimum en termes de déconnexion à aller chercher. Et si mm, sur le même WhatsApp, je reçois le message pour organiser l'anniversaire de Tante Hilda, et à côté le message pour me dire est-ce que tu viens bien au meeting de 18h tout à l'heure, bah enfin, ça peut rendre un peu fou. Et effectivement, le WhatsApp, mais le Teams, le mail, l'outil de communication interne, les outils de gestion de projet ou de to-do list qu'on a et qui nous envoient des relances partout. Ouais, il y a une overdose digitale. mm. Et effectivement, là encore, il y a des règles à mettre en place de structure de l'outil comme d'utilisation de l'outil. Et il faut que ces règles se diffusent de manière concrètes et larges dans l'organisation parce qu'elles fonctionnent qu'à partir du moment où elles sont respectées par la plus grande masse Mm. des équipes. C'est vrai que enfin, ce sujet, enfin, moi, en tant que consultant et DSI, chez plein de clients, on le voit régulièrement. On essaye de le structurer. Après c'est compliqué parce que nous, on amène beaucoup de l'outil, mais je pense qu'on a aussi notre rôle à amener pour leur expliquer un petit peu tout ça. Enfin, moi, j'ai des clients où je reçois peut-être 15 mails par jour, alors que voilà, on pourrait le voir pendant les points qu'on fait régulièrement avec eux. On pourrait essayer de structurer un petit peu plus ça, mais voilà, je pense qu'aussi, moi, enfin, on le sait dans l'équipe, on a un rôle à jouer de plus en plus par rapport à ça, parce qu'on amène les outils digitaux, mais par contre, on leur explique que l'outil, enfin, il est au service d'eux et pas l'inverse, quoi. Ouais. Moi, quand je reçois des mails, bon, bah, je reçois des mails des fois très tard ou très tôt ou même pendant la nuit. Moi, je m'en fous personnellement parce que je m'applique des règles aussi où je suis pas obligé de répondre aux gens tout de suite. Mais moi, il y en a dans mes équipes, ça les perturbe. Euh, Ça les perturbe. Et je pense qu'en écrivant les règles aussi clairement, enfin, clairement, t'es pas obligé de répondre dans la minute à mon mail. T'es pas obligé de répondre clairement au Teams tout de suite. Je pense qu'aussi on peut arriver à gagner en sérénité parce que enfin, il y a beaucoup de Complètement. burn-out, il y en a de plus en plus actuellement. Je pense qu'à cause de cette masse d'informations qu'on a, ça peut être compliqué, quoi. Complètement. Tu sais, c'est dans les 7 commandements, Mm. dans le bouquin, je recommande d'écrire cette charte. Alors qu'elle soit une charte d'équipe, au pire ou au mieux une charte d'organisation, hein, complètement, une charte pour l'entreprise.
mais avec ces règles-là qui sont partagées par tous, qui sont construites pour tous. Je donne des exemples, pas de réunion ni de message instantané après 19h, déconnexion encouragée entre 12h30 et 14h et fortement suggérée après 19h. Pas de suivi, celle-là je l'aime beaucoup, pas de suivi des actions en dehors des rituels mis en place au sein de l'équipe. Là, tu disais tout à l'heure, tu reçois beaucoup de mails par un client, pourquoi est-ce que c'est pas traité au moment des points? Mais oui, exactement, parce qu'en fait, c'est de la pollution sinon. Ces messages-là, en vrai, qu'est-ce que c'est? Ça devrait être une préparation asynchrone de ta réunion à venir, ta réunion étant elle-même un rituel qui est instauré avec ton client, avec ton partenaire, qu'importe. Et globalement, une règle qu'il faut se donner, c'est d'éviter toutes les réunions en dehors des rituels. Et un rituel, ça a une fréquence, ça a un objectif, ça a une structure, ça a des règles. Et la règle d'or d'un rituel, c'est que, globalement de n'importe quel moment de collaboration synchrone, comme l'est la réunion, c'est qu'il y a une préparation en amont et une préparation asynchrone. Donc qui se fait au fil de l'eau. Tu reçois un mail qui dit tiens, est-ce qu'on peut parler tu peux me donner des infos sur tel sujet, etc. Maintenant, c'est renvoyé dans la structure, typiquement dans une Aster, si tu utilises Oui. un super outil. Et tu l'envoies dans ton document de préparation, qui peut être Aster ou autre chose, hein. Et donc, ça sera traité à l'ordre du jour de ton rituel qui arrive ça se trouve, c'est jeudi prochain, voilà. Et ça te pollue pas en attendant. Ça te rajoute pas de la charge mentale, ça te rajoute pas une charge de traitement du mail derrière ou de l'information. Non, ça doit co-construire en fait, hein, l'ordre du jour de la réunion à venir. Donc voilà, pas de suivi des actions en dehors des rituels mis en place au sein de l'équipe. Le suivi s'opère lors du rituel hebdomadaire du lundi matin, par exemple, si on fait une rétrospective de la semaine d'avant, etc. Il y a plein de règles comme ça, et vraiment, c'est un travail hyper intéressant et qui peut réellement plus souder un collectif, de construire cette charte, de la co-construire ensemble. Il y a de très belles choses qui peuvent en sortir, et un mouvement d'empathie les uns envers les autres en disant bah, ok, on a tous nos contraintes, on est tous pressés, on manque tous de temps, mais on a tous les mêmes besoins aussi. Vraiment couper, avancer, pas se noyer sous les réunions ou les mails. Donc voilà, on va réfléchir à des règles qu'on met en place entre nous. C'est un super travail à faire, ça. Et derrière, ça c'est un peu la partie managériale, un des aspects managériaux, mais derrière tu mets en place avec les outils. Un exemple, hein, une traduction outil d'une des règles, ça peut être que je coupe les notifications. Tout le monde coupe ses notifications après 19h et t'es pas dérangé. Et bah, si tu veux voir ce qu'il y a dedans, c'est toi qui cliques dessus. Mais en tout cas, tu seras pas dérangé entre le rôti et le fromage par une notification Teams au moment du dîner. Tu vois. Voilà. Oui, mais je te rejoins complètement là-dessus, et c'est vrai que entre nos échanges, la lecture de ton livre, là où je t'ai découvert aussi dans les outils du manager, dans le podcast, voilà, tous ces trucs-là, tout ce que tu as pu dire et tout ce que ça fait écho avec pas avec ce que je vis, mais là où je veux amener aussi mes équipes, parce qu'on a ces rituels-là qui sont faits le lundi matin et le vendredi matin. On a d'autres rituels aussi avec nos clients, mais je pense qu'il y a besoin aussi d'aller plus vite. Moi, j'insiste aussi auprès des équipes pour dire coupez vos notifications. On a nos notifications sur Teams, on a pour l'instant nos notifications aussi sur Asana. Donc, si quelqu'un travaille en dehors de ses heures, ce qui peut lui arriver, parce que ça peut arriver pour X raisons, parce que tu avais besoin de faire un truc dans la journée et le soir il faut que tu travailles, mais t'as pas envie de déranger les autres parce que tu sais qu'il y a les notifications, des fois tu vas pas le faire et des fois tu vas même oublier le lendemain de le faire. Parce que voilà, alors tu vas me dire, le plus simple c'est différer l'envoi du mail comme c'est possible souvent dans Outlook et je crois aussi dans Google, dans Gmail. Mais je trouve que voilà, quand tu reçois 150 mails le matin à 8 heures parce que le mec il a programmé, je trouve que c'est pareil presque. Donc moi je préfère le faire en direct et savoir que personne n'a des notifs. Et comme tu le dis, si la personne y va dedans, c'est elle qui l'a voulu, c'est pas toi qui l'a forcé. Donc Exactement. et voilà. Donc justement un prochain travaux qu'on fait avec l'équipe, c'est lors de notre prochaine journée un peu team building, c'est de travailler sur tous ces sujets-là qui sont pour moi hyper importants, et voilà, et aussi de se mettre des règles très claires sur ça. Euh, c'est vrai que dans ton livre, tu nous parles aussi voilà de ce digital workplace. Est-ce que toi, tu as senti que c'était quelque chose qui s'est forcément accéléré pendant le télétravail? Moi,
Je l'ai vécu déjà un peu avant, mais je pense que là, ça s'est un peu accéléré. Est-ce que tu as ton avis Ouais, par rapport à ça? ouais, en fait, c'est-à-dire que la digital workplace, elle est devenue, elle s'est déployée, elle était déjà présente, hein, dans pas mal d'organisations et disponible, mais elle s'est retrouvée utilisée par une petite partie de la population projetée vers une plus grosse masse tout de suite d'utilisateurs. Les stats d'usage de Teams ont explosé, alors que plein de boîtes avaient déjà les licences, par exemple, et c'est rentré dans les usages. Après, le changement a été tellement brutal et rapide que ça m'arrive très souvent de rencontrer des entreprises qui nous disent on a eu Teams, mais on n'a jamais été accompagné. Aujourd'hui, on l'utilise n'importe comment. On a X équipes constamment. Pour un rien, on crée une équipe. Pour un rien, on crée une réunion. Les infos, elles sont un peu dans OneNote, un peu dans Teams, un peu dans les mails. Enfin, un peu dans SharePoint. Enfin, c'est le bazar. Et c'est vrai. Alors, derrière ce constat, on peut dire plein de choses. Est-ce que les outils sont suffisamment ergonomiques, clairs en termes de périmètre d'utilisation? Est-ce qu'il faut constamment avoir des consultants qui accompagnent le changement à grande échelle ou pas? Ou les outils devraient être autoporteurs là-dessus? Bon, le débat est ouvert, chacun peut-être peut avoir son idée. Ce qui est certain, c'est que le constat aujourd'hui, c'est que ça a quand même mal marché dans pas mal d'entreprises, avec des gens qui se sont retrouvés quand même perdus et une overdose d'outils. Et c'est vrai que nous, Aster, on est un éditeur de logiciels. On adore l'outil digital, mais on le pense comme étant quelque chose devant réellement être un moyen, une aide précise et concrète à une problématique. Et en fait, l'outil ne va pas générer de la charge en plus. Quand il y a quelques années, j'utilisais Trello. C'était un enfer parce qu'en fait, Trello me demandait trop de temps à maintenir. Et le temps que je passais à mettre à jour mes cards, machin et tout, ça marchait pas. Enfin, si tu deviens l'esclave de l'outil, c'est que l'outil est pas bon, ou alors que tu l'utilises pas bien. Donc voilà, on est plutôt un fan de l'outil digital. Néanmoins, le fait enfin, il doit être déployé en étant mis au regard d'une vraie problématique à résoudre et d'une manière de l'utiliser, sinon les dérives ont des conséquences réelles. Voilà, le manque de déconnexion, l'improductivité, la noyade sous les stimuli digitaux qui créent des burn-out, des e-burn-out. J'ai vu ça dans les articles. C'est un truc de dingue. Voilà, je pense que se dire que l'outil doit pas, qu'on doit pas devenir l'esclave de l'outil, c'est déjà une bonne chose. Moi, sur ce sujet de la digital workplace, si tu veux, aujourd'hui, il y a certains prérequis à travers lesquels il faut pas passer. Enfin, qu'il faut pas zapper, je veux dire, pardon. Le premier, c'est l'intégration. Les outils doivent être intégrés entre eux et communiquer entre eux. Je donne un exemple. Je ne peux pas faire d'autopromotion, mais du coup, vu qu'Aster, je le connais bien, vu que c'est le logiciel qu'on a créé, donc c'est un logiciel de compte rendu qui se partage automatiquement, etc. Quand dans Aster, tu mets une tâche et que ton compte rendu est partagé, cette tâche va se retrouver dans ton outil de gestion de tâches, ton planeur, ton Trello, ton Google Task, qu'importe, ta To-Do. Et tu vas pas avoir après la réunion à dire bon, ok, c'est quoi mes tâches? Allez, je les mets dans mon outil et puis je vais les faire suivre. Non, tout ça se fait automatiquement. Tu as très peu de valeur à le faire toi-même. Passe ton temps sur des choses vraies où tu as de la valeur ajoutée à apporter. Et donc voilà, les outils doivent se parler entre eux, doivent s'intégrer entre eux, et c'est une base. Et très honnêtement, c'est la principale objection que retrouve aujourd'hui n'importe quel éditeur de logiciels, en tout cas collaboratif, c'est oh non, encore un nouvel outil. Et ouais, bah mais ça montre bien l'état dans lequel se trouve l'entreprise, les équipes. Elles veulent pas accumuler un nouvel outil. Par contre, en fait, si tu montres que ton outil il s'intègre parfaitement, voire même qu'il ne demande pas une nouvelle interface d'utilisation. Il y avait une étude de Dropbox qui disait les entreprises les plus matures dans la collaboration sont celles qui ont restreint au minimum le nombre d'interfaces collaboratives. Donc si tu réduis le nombre d'interfaces et que ton outil n'est pas une nouvelle interface, mais s'utilise à travers les interfaces que tu as déjà, là tu fais quelque chose d'intéressant et d'efficace. Et voilà, typiquement Aster, on est la première solution française à être intégrée dans l'écran de réunion Teams. Tu utilises Aster pendant ta réunion dans Teams, tu n'as pas à aller ailleurs. Bon bah ça va complètement dans le fil de la logique que je suis en train d'expliquer là. Et je pense que la plupart des éditeurs devraient penser comme ça.
Mmh. Je fais clairement le parallèle aussi, dans mon métier, que je fais tous les jours, en tant que consultant DSI pour, des entreprises. On est pareil sur la partie ERP, outils métiers, où en fait on essaye au minimum que les gens ne changent pas d'outil. Et au moins par métier. Parce que ce qui est important, c'est que le client, enfin l'utilisateur, se dise: «Je reste toujours dans le même métier». Peu importe ce qui se passe derrière, il en a rien à faire. Lui, c'est ce qu'il veut, que ça se saisisse et que ça suive ça suive le cursus. Et pour qu'on ait le maximum de données, de bonnes données, parce que l'objectif, c'est que la donnée soit bonne et soit bonne tout le long. Et typiquement, on est sur une catégorie des commerciaux. Les commerciaux, si tu leur mets pas le bon outil qui va leur faire jusqu'à la validation du devis, après, il s'en moque un peu, hein. Enfin voilà, il s'en moque un peu. Euh, mais lui, ce qu'il veut, c'est être dans le même outil, que ça corresponde à ses besoins. Euh, la personne qui va être plutôt à l'administration des ventes, à la DV, va peut-être avoir d'autres besoins. Alors, tant mieux si c'est tout dans le même outil. Mais par contre, des fois, il va falloir, on entend beaucoup parler de ce principe d'urbanisation, donc d'aller trouver un petit peu les meilleurs outils pour chaque catégorie de personnes, il va falloir les faire communiquer. Parce que si ça communique pas, t'imprimes ou t'envoies le devis par mail, la personne va aller le saisir parce qu'il a été validé dans un autre outil. Après, ça va passer sur une feuille ou dans un fichier Excel pour que ça soit mis à la logistique. Enfin, voilà. Et là, c'est fini. T'as perdu les gens et t'as perdu ton accompagnement au changement. Et je trouve ce qui est important aussi par rapport à ce que tu dis, euh, c'est que il n'y a pas que l'outil. Il n'y a pas que l'outil qui va être là, et il y a tout ce qui est autour du management. Donc toi, tu nous parles de tout ce qui est autour de la collaboration, management, mais là, on est dans vraiment le management pur et dur, gestion d'équipe, gestion de réunion, engagement, engager les. Mais moi, dans mon domaine, c'est ce que je dis aux gens, c'est que au bout d'un moment, on veut rendre obligatoire tous les champs, on veut faire ci, on veut faire ça. Enfin voilà, au bout d'un moment, je leur ai dit, mais non, il faut juste que vous traitiez le problème directement et que vous expliquiez aux gens pourquoi vous laissez faire ça, au lieu de mettre des règles un peu plus strictes dans l'outil, parce que on sait pertinemment que l'utilisateur il va le contourner. Il y a une donnée obligatoire, il va mettre un zéro là où il veut et le problème sera exactement le même. Bien Et je sûr. trouve que ton message est pareil sur la partie gestion des réunions. Au-delà de l'outil, c'est que il y a du management. Il faut prendre ses responsabilités, je pense. Tout à fait, tout à fait. C'est le gros défi du manager entre guillemets hybride, hein, c'est qu'il y a une nouvelle composante aujourd'hui qu'il doit intégrer. Il doit intégrer cette Mm, maîtrise de l'outil. Je parle pas maîtrise technique, je parle maîtrise d'usage. Il doit l'intégrer et pour faire en sorte que ce soit une aide pour son équipe et pas le contraire, quoi. mm, C'est la grosse différence, hein, pour le management. Et c'est là qu'on voit beaucoup de personnes qui se retrouvent un peu perdues, ou alors dans les faits, il faut rester très, très pragmatique sur ces sujets et voilà, il y a des règles à mettre en place. Elles peuvent être co-construites au sein de l'équipe, des règles de gouvernance. Je donne un exemple, tiens, un exemple très concret. Tu utilises Slack ou Teams en messagerie instantanée. Tu parles d'un sujet. Ce sujet, s'il nécessite plus de la règle qu'on s'est donnée, c'est au-delà de 5 messages autour de ce sujet-là, de 5 réponses, c'est que le sujet est trop complexe pour être traité en asynchrone sur un outil textuel comme Slack mm, ou Teams. Donc en fait, on va passer au niveau d'après de la collaboration, c'est le coup de téléphone. Parce que parfois, tu t'évites en 5 minutes de téléphone 50 messages avec 50 notifications qui vont te pourrir ta journée, mm, te défocus de ce que tu es en train de faire, etc. Si ce coup de fil, il est pas utile, enfin en tout cas qui réussit pas à atteindre l'objectif, à résoudre le problème que tu es en train de traiter, là, tu vas programmer une réunion. Alors soit tu traites le sujet dans un de tes rituels qui est déjà, prévu et donc tu dis: «Bon bah super, on traitera ça en réunion d'équipe lundi prochain» et donc tu le mets à l'ordre du jour. Soit tu crées une réunion ponctuelle spécifique sur ce sujet-là, mais avec en préparation, toutes les infos que tu as récoltées avant, qu'elles soient par les messages en amont, qu'elles soient lors de ton coup de téléphone et donc tu vas même demander un petit peu aux différents participants de contribuer, de mettre leurs idées sur le sujet et cetera et là, tu programmes une réunion qui est le niveau ultime, en fait, en termes de collaboration, parce que c'est le niveau le plus coûteux. 1 heure de réunion à 8 personnes, tu prends 8 heures à l'équipe, en fait, hein, donc 8 heures de prod, 8 heures d'attention, 8 heures de jus de cerveau, c'est colossal quand tu multiplies par le nombre de réunions, quand tu multiplies par le nombre d'équipes.
Donc voilà le genre de règles que, finalement très, très terre à terre que tu peux te programmer et qui ont des effets réels, concrets sur l'efficacité, sur le bien-être, sur l'engagement, sur l'efficacité. Je pense que ça serait important qu'on revienne sur ce rituel, sur ce que tu veux dire par rituel, pour que aussi les Ouais. auditeurs comprennent. Parce qu'après, moi, enfin, tu peux nous expliquer, et après, je te pose la question qui ira tout de suite après. Est-ce que on est dans un monde d'instantanéité? Les gens ont besoin d'une réponse tout de suite. Est-ce que le fait, toi, qu'il a vécu au sein d'Aster ou aussi au sein de chez tes clients, parce que aussi vous avez une notion d'accompagnement, de conseil, on va dire, sur tous ces sujets-là. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration des équipes à avoir moins cette instantanéité? C'est-à-dire, OK, on le verra au prochain rituel. Voilà. Donc juste, Mmh. voilà, mes deux questions, c'est qu'est-ce que tu entends par rituel? Et l'autre, c'est voilà, quel est l'impact que ça peut avoir sur les gens? Ouais, alors un rituel, c'est une réunion récurrente, qui, respecte, certains critères qu'on s'est fixés ensemble en amont. Alors les critères, ça peut être l'objectif de la réunion, la structure, son déroulé, les règles qu'on y associe, les règles en termes de préparation, d'animation, de suivi. Hem et donc ça crée un rituel, ça participe à l'identité de l'équipe finalement, hein, et on a même j'ai même tendance à voir chez un certain nombre d'entreprises que ces rituels, enfin on appelle ça même le backbone, la colonne vertébrale de l'équipe d'organisation, parce que c'est ce qui va rythmer Mmh. ses semaines, ses mois et donc son avancée vers ses objectifs. Voilà ce que c'est qu'un rituel et l'une des règles d'or alors oui, pardon, le rituel peut s'appuyer sur une méthodologie agile, par exemple, alors, Mmh. quelque chose d'assez connu dans l'IT. Une rétrospective, c'est un rituel qui s'appuie sur la méthodologie agile, donc il y a des règles, hein, de déroulé, d'objectifs, et cetera. Bah, c'est un exemple de rituel. La règle d'or d'un rituel réussi, c'est, je l'ai dit, tout à l'heure, c'est un rituel qui est préparé de manière asynchrone. Parce qu'en fait, pour que ça soit efficace, il faut que toutes les infos dont on a besoin pour parler lors de la réunion, il faut qu'elles soient toutes centralisées dans un même espace, un même document, visible de tous au moment de la réunion. Donc typiquement, ça pouvait très bien être un tableau blanc, avec des post-it, quand tout le monde est en présentiel. Voilà, on voyait ça un petit peu avant le covid. Hem ou alors sur un outil digital, comme, Aster, un Klaxoon, un Mmh. whiteboard, un document quelconque. Hem et donc jamais tu prendras du temps pour préparer une réunion, pour préparer un rituel. Tu es tellement déjà sous l'eau des réunions que tu as et des choses que tu as à faire en dehors de ces réunions, que jamais tu vas te bloquer un créneau pour préparer tes réunions. Tu imagines si tu devais à la fois faire des réunions, plus bloquer, un créneau à chaque fois de préparation de tes réunions, là c'est plus un agenda qu'il te faut que tu bosses la Mmh. nuit. Donc en fait, là, le secret, c'est une préparation au fil de l'eau, en asynchrone. Hem, tu vois une info, un mail, voilà, un mail qui parle d'un sujet, tu dis: «Tiens, ça, faut qu'on en parle jeudi prochain», et bah, au lieu de transférer le mail et de dire: «Oh les gars, c'est quoi ça? On en est où?» et cetera. Non, l'info, tu le mets dans ton document qui centralise tout pour ton rituel à venir. Du coup, les échanges au moment du rituel sont extrêmement riches, beaucoup plus collaboratifs d'ailleurs. Tout ne dépend pas de l'organisateur, où on a quelque chose d'assez descendant, tout le poids de la réunion pèse sur ses épaules parce que c'est comment lui il va l'animer, est-ce qu'il a fait son taf d'aller chercher les infos, et cetera. Non, c'est une responsabilité collective. Chacun a amené ses infos au fil de l'eau. C'est enfin, c'est pour ça qu'on toujours pareil, hein, qu'on l'a facilité avec Aster. Tu vois un mail qui t'intéresse et où tu dois en parler lors de ta réunion, tac, en un clic, c'est envoyé Mmh. vers la réunion qui t'intéresse et du coup, ce sera à l'ordre du jour et on en parlera. Là où dans les faits, tu aurais possiblement oublié d'en parler parce que tu as 15 autres sujets auxquels, enfin, dont tu dois te rappeler, que tu dois suivre, 15 autres réunions, enfin bref, et cetera. Là, c'est envoyé dans le document, qui est ton document de réunion, un document collaboratif, vivant, qui centralise tout, les actions, les décisions, les documents, tout est là-dedans. Voilà. Et du coup, le jour de la réunion, ça sera bien traité au cours de la réunion. Donc ça, voilà ce que c'est qu'un rituel, voilà une des règles d'or du rituel. Sur ta deuxième question de l'instantanéité, c'est-à-dire qu'en fait, à travers ce que je viens d'expliquer, on comprend bien qu'on est moins dans l'instantanéité.
parce que le sujet dont j'ai envie de parler, plutôt que déranger 8 personnes en envoyant un mail à 8 personnes en copie avec mon truc, je vais le mettre en fait dans mon document de réunion qui a lieu que dans 3 jours et du coup, j'aurai pas de j'aurai pas de réponse avant ces 3 jours. Bon, alors là, il y a plusieurs choses à distinguer. Déjà, tout n'est pas urgent et ça, c'est un truc, quand tu comprends ça, quand tu arrives à comprendre la différence entre important et urgent, ton quotidien devient bien plus simple, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, l'outil a tellement facilité la diffusion d'informations que tu pourris la vie de plein de gens. Enfin, quand je te donne l'exemple de, j'envoie un mail avec 8 personnes en copie et encore quand je dis 8, je suis sympa parce que tu vois des trucs parfois, c'est un truc de dingue. Heu, il y a le monde entier en copie. Il y a personne qui répond parce que personne ne se sent concerné. Par contre, tout le monde a eu la notif, tout le monde a été dérangé, ça met de la charge mentale à tout le monde, enfin, donc déjà, tout n'est pas urgent. Quand c'est urgent, et que les critères de l'urgence peuvent être d'ailleurs définis un peu en amont, bon, pourquoi pas passer un petit coup de fil à la personne qui va être le plus à même d'avoir l'information ou de me faire avancer dans ma réflexion. Un petit coup de fil ou de le prévoir à la limite ce coup de fil ou de se dire: «On se boit un café 5 minutes, ou un e-café, et on en parle». Ce sera toujours plus sympa qu'un mail, mais voilà et du coup, ça doit rester rare, ponctuel, parce que finalement, quand tu prends conscience que tout n'est pas urgent, bah oui, il y a des choses qui peuvent vraiment attendre 3 jours. Pour le reste, et puis surtout ton document, il est visible par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut aller le voir au fil de l'eau et ils vont voir: «Ah oui tiens, il y a Stéphanie qui a mis ce sujet-là la dernière fois, bah tiens ça tombe bien, moi aussi j'ai des idées, attends je vais les mettre là parce que j'ai 5 minutes, je vais mettre mes idées là par rapport au truc qu'a rajouté Stéphanie dans la réunion». Et du coup la réunion, tu imagines quand elle va commencer, non seulement il y aura le sujet de Stéphanie qu'elle a mis il y a 3 jours, en plus il y a des gens qui ont réagi dessus, qui ont donné des infos, des inputs et tout. Donc au moment où tout le monde est autour de la table ou dans Teams en train de faire sa réunion, est-ce que tu vois la différence en termes d'efficacité dans la manière dont on va aborder ce sujet versus bon, bah alors moi, voilà, il y a un truc, j'ai un problème, ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, tout le monde découvre le truc, personne n'a réfléchi au sujet. Il faut 15 minutes pour rentrer dedans et bon, du coup, on ne traitera pas tout ce qu'on doit traiter, ça déborde, et cetera. Donc voilà, donc l'instantanéité, franchement, et je vois de plus en plus de personnes qui cherchent à fuir ça, hein, que ça soit dans leur vie privée avec les réseaux sociaux, comme dans la vie pro. Avec les notifications, avec le fait qu'on se laisse le temps de répondre aux mails. On voit beaucoup dans les signatures mail maintenant, ce mail, vous pouvez prendre 48 heures pour répondre à ce mail ou je sais pas Oui, quoi. ouais, tout à fait. Donc, on suit un peu cette instantanéité. Elle est déjà bien présente, il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Tout n'est pas urgent. Non, mais ça, je te rejoins complètement sur cette notion d'urgence et enfin, on revoit bien la matrice d'Eisenhower là, qui, Ouais. voilà, l'urgent est important et après, voilà, à savoir ce qu'on fait. Et, moi, j'ai toujours tendance à dire, il y a quelques années, que tu me parlais du PC en CM2 que tu avais monté. Avant, on attendait le courrier si on voulait Ouais, une réponse. Et voilà, et on se posait pas la question, hein. On se posait pas la question, on avait le téléphone. Donc, c'est vrai que bah, le télétravail a forcément accéléré tout ça. Le Covid a forcément accéléré tout ça. Mais je pense qu'on y était déjà bien avant. On parlait beaucoup des mails. On avait déjà énormément de mails avant le Covid, hein. Ça a pas, je pense pas que c'est forcément changé. On a juste mmh, rajouté des réunions Teams, des réunions visio et beaucoup de visio et qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. mmh. Moi, je me rappelle, hein, mes premiers jours de Covid, je C'est un truc décrochais de pas, fou. quoi. Voilà, et j'ai commencé à me mettre des règles toutes simples. C'est que déjà une réunion d'une heure, elle dure pas une heure, elle dure 50 minutes. Ça me laisse le temps, les 10 minutes de tourner. Une réunion de 30 minutes, elle dure plus que 25 minutes. Voilà, et puis c'est ce côté-là Et qui. Ouais, si tu me le permets, vas-y. c'est vraiment sur ce sujet. Heu, est-ce que tu me permets de lire juste la toute première page, du 1er commandement, Hmm, dans le bouquin qui, je trouve ouais, illustre bien ça? Parce que complètement. dans ce que tu as dit, il y a 2 trucs. On enchaîne les réunions, donc back to back. Voilà, on sait que c'est une super Hmm, mauvaise pratique parce qu'on peut pas être efficace à une réunion à laquelle on hmm, arrive alors qu'on vient de switcher, enfin voilà. Et en plus, il y a une sorte de sensation comment dire, de non accomplissement. C'est-à-dire qu'à la fin de ta journée, tu es crevé, tu as enchaîné 8 meetings,
Et puis tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait avancer aujourd'hui?» Et Ouais. là, tu as une sensation de Mmh. vide, de néant Ouais, qui est mais extrêmement complètement. qui peut rendre complètement dépressif. Et voilà, donc moi j'avais écrit ce truc-là au moment du Covid. Enfin, ça illustre très bien une journée Covid pour tout le monde, mais il y a encore, on est encore en plein dedans, alors que le Covid, comment dire, on retourne quand même au bureau. Mais voilà, vous raccrochez, une réunion se termine, pas nécessairement efficace d'ailleurs, car difficile de dire si une décision a vraiment été prise. À coup sûr, il faudra en reparler lors d'une prochaine conf call. Encore d'autres prévus cet après-midi d'ailleurs, mais bon, vous avez 30 minutes avant la prochaine. Alors vous regardez vos notifications, tiens, 4 nouveaux emails à traiter et presque autant auxquels vous ne répondrez même pas. Vous ne savez d'ailleurs même pas pourquoi vous êtes dans la boucle, comme on dit. Il ne semble pas franchement vous concerner. À côté de cela, une dizaine de notifications sur Microsoft Teams, votre messagerie instantanée, qui proviennent d'une discussion au sein de votre équipe. Il y aurait a priori une incompréhension sur une échéance à venir. Bon, vous verrez cela plus tard, en sachant que cela passera certainement à la trappe. Après tout, si c'est vraiment important, on reviendra naturellement vous en parler et vous exposer le problème. Le téléphone sonne. Votre manager a une question pressante et il s'étonne de votre absence de réponse à son mail d'hier, 19h40. Vous raccrochez plus de 10 minutes avant votre prochaine réunion à distance. Vous faites semblant d'ignorer les notifications WhatsApp, d'autant que certaines proviennent de messages de vos amis. Pas le temps, on verra ça plus tard, ce soir, quand il sera temps de se déconnecter du travail et de se reconnecter à son cercle privé. Mais bon, quand même, ces notifications rouges qui s'affichent sur l'écran, allez, juste un coup d'œil. Tiens, un message du collègue aussi. Paf, la réunion commence. On est lundi midi, vous avez passé plus de 2h30 à mettre à jour des outils digitaux ou à répondre à leurs stimuli constants, et vous avez le sentiment que les sujets n'ont pas réellement avancé, du moins que vous n'éprouvez pas, pardon, la satisfaction liée à une avancée de projet, une réussite intermédiaire, un jalon franchi, une résolution de problème. La plus grande satisfaction de la matinée reste d'avoir fait votre lit avant de partir. Alors, ça, quand je dis ça, c'est rigolo, mais bon, c'est parce que c'est l'amiral des forces américaines, William McRaven, qui a sorti un bouquin. Et, le mec qui a piloté comment dire, la mission qui a abouti à la mort de Ben Laden, et qui dit bah, la manière d'évaluer ton niveau d'accomplissement dans la journée, c'est de le comparer à est-ce que tu es content d'avoir fait des. Enfin, tu as fait ton lit le matin, c'est un premier sentiment d'accomplissement, il faut le faire Mmh. parce que c'est comme une tâche cochée. Oui, Achieved, c'est vrai. on peut passer à la suite et ça met dans une dynamique de faire des choses. Si ta plus grande satisfaction, ça reste ça et que tu n'as pas ressenti de nouvelles satisfactions dans la journée, c'est que c'est Mmh. qu'il faut changer quelque chose à la journée du lendemain, quoi. Voilà, donc je trouve que ça décrit bien un petit peu quand même Ah, le quotidien de beaucoup de personnes. mais je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle ton livre plaît, parce que tout de suite tu rentres et tu te projettes dans ça parce que tout le monde l'a vécu. Je pense qu'à peu près tout le monde. Alors, je parle surtout des gens qui sont derrière un PC. C'est sûr que ceux qui sont dans les travaux plus manuels, des choses comme ça, ben, ça c'est différent, mais tout le monde l'a vécu, à se retrouver là et à se dire à la fin de la journée, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Enfin, Ouais. moi, je sais que les soirs, quand je finissais, et j'avais plus pas envie de faire un apéro visio. Enfin non, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et ouais, après, c'était ce côté-là, et je trouve que c'est aussi là dans ton livre, et j'invite vraiment tout le monde à le lire, enfin, surtout en tant que manager, mais pas que, parce que je pense que dans les équipes, ils peuvent remonter toutes ces règles au manager, ce que tu le dis, c'est à co-construire. Et tout de suite, ça parle, on s'y retrouve et on se dit non, mais j'ai plus envie de vivre ça et j'ai surtout plus envie de le faire vivre. Moi, c'est surtout ça. J'ai pas Ouais. envie de le faire vivre à des gens. Donc, nous, chez Stratégie, on a mis beaucoup de choses en place et sur des rituels Mmh. sur des rituels, et je trouve que voilà, c'est hyper important. Après, il faut qu'on aille un peu plus loin avec Aster ou un autre outil, mais l'idée c'est d'aller un peu plus loin aussi dans cette automatisation parce que je trouve que c'est hyper important. Enfin, moi, quand je vois mes équipes qui font des copier-coller de choses, enfin, moi je trouve que c'est une perte de temps et ça n'a pas de valeur ajoutée. Voilà, et par contre, voilà, et ce côté asynchrone est hyper important et ça permet aussi tout de suite pas oublier des choses que tu veux dire en réunion. Et t'es pas obligé d'attendre ou de préparer la réunion juste avant, tu peux le faire, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Et voilà, moi, ouais, c'est tout de suite là où ça m'a parlé et j'ai dit, ouais, ce livre, je vais continuer. Enfin, je l'ai lu, comme je t'ai dit, je t'en ai fait part. C'est un livre que j'ai lu hyper facilement. Je suis pas un grand lecteur dans la rapidité. Euh, mais voilà, quoi, j'ai trouvé ça hyper bien. Et c'est marrant parce que je te fais part d'un échange que j'ai eu tout à l'heure avec quelqu'un de mon équipe. Et ça fait écho à d'autres dirigeants qui viennent de lire ton livre.
Et elle me disait, bah tiens, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et je lui dis, ouais, mais c'est normal, il a lu le livre de Vincent. Donc voilà où il veut aller. Mais je trouve que c'est bien. Et dans nos réflexions, moi, je veux amener mes clients vers ça, parce que je trouve que c'est un intérêt. Donc peut-être qu'un jour, je leur offrirai le livre et on verra. Mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Super. Alors, d'autres questions, il en reste deux avant qu'on puisse conclure. Des questions un peu plus personnelles parce que voilà, on a parlé numérique, on a parlé de tout ça, même si là, on ressent beaucoup l'humain qui pour moi est hyper important. Mais voilà, je voudrais que tu nous parles d'un de tes échecs, difficultés, doutes et surtout quels enseignements tu as pu en tirer. Il y en a plusieurs. Alors là, il faut que je choisisse. Euh, bah, je peux te raconter Alors, tu sais, l'entrepreneuriat, je sais, j'adore écrire. Donc, en ce moment, je suis en train notamment d'écrire un petit peu des sortes de gros points clés, gros apprentissages que je ressors de 10 ans Hmm. 10 ans d'entreprise. Euh, l'un d'eux étant les montagnes russes émotionnelles. Parce que globalement, il y a un jour, tu crois que tu es Steve Jobs en train de monter une boîte de folie. Le lendemain, tu Hmm. as l'impression que tu es en dessous de tout et qu'il faut tout arrêter. Oui, c'est Euh, sûr. J'exagère à peine. Et je crois que le plus gros apprentissage que j'ai eu suite à un échec, c'était en 2018. En fait, c'est un mélange d'échecs successifs, pardon. Et le premier, donc janvier 2018, je me sépare avec ma conjointe, une séparation vraiment très douloureuse. Juste après, un mois ou deux après, il y a donc c'est un contexte aussi où je dormais beaucoup au bureau, tu vois, des choses comme ça. Hmm. Plus trop de chez moi et tout. Et juste après, mon petit frère, qui a 2 ans de moins que moi, qui a un cancer. Hmm. Euh, et même pas un mois après, la levée de fonds qu'on était en train de conclure, qui capote à 3 jours du closing. C'est-à-dire qu'en réalité, en 2018, on est passé très très proche du dépôt de bilan, parce qu'on avait même plus un mois de trésorerie, quoi. Ça s'est joué à rien. Et en fait, ça t'est des coups successifs derrière la tête, où tu prends conscience que t'as un genou à terre. Et là, tu dis, bah, est-ce que je mets le deuxième ou pas? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que j'arrête la boîte? Voilà. Et tu te posais, enfin, tu te posais des questions très profondes sur pourquoi tu fais tout ça, ça sert à quoi, etc. Et donc, c'était 3 gros échecs successifs. Et là, j'ai fait le choix, un, de pas mettre le deuxième genou à terre, et deux, de pas regarder la montagne que j'avais en face, mais plutôt juste de regarder mes pieds en me disant, je vais faire des petits pas. Et ce sera déjà bien. Et à chaque journée, son petit pas, et je serai content de ce petit pas, quoi. Et ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, c'est que, bon, après 6 mois de rupture avec ma conjointe, on s'est remis ensemble, on a reconstruit quelque chose de beaucoup plus sain, etc. Mon frère est sorti enfin, est entré en rémission, pardon, je veux dire. Hmm. Et sur la levée de fonds, alors la levée de fonds, c'était un peu plus rock'n'roll, parce qu'en fait, quand le fonds qui devait mettre l'argent nous appelle 3 jours avant, nous dit: «En fait, on n'y va pas», enfin, pour des raisons très obscures, parce qu'en général, ça ne s'arrête pas à 3 jours du closing, Oui. ça s'arrête avant. Hem Et qu'on avait refusé d'autres fonds d'investissement pour eux, d'ailleurs. Là, on se dit: «OK, sonnette d'alarme», on est tous sonnés, c'était un soir, je me souviens. Et là, j'appelle mes associés, je leur dis: «Bah, on a un gros problème». Et je me souviin, au téléphone, je les ai eu chacun, on était tous en déplacement un peu partout en France. Et grand silence à chaque fois. Bon, bah, on se rappelle plus tard. On se retrouve le lendemain soir à Lyon, dans un bar à 20h, près de la gare Pardieu. Et on rentre dans ce bar et on se dit: «On sort pas de là tant qu'on n'a pas une solution». Et je te jure, je suis jamais resté dans un bar autant de temps en ayant bu qu'une pinte. En fait, on est ressorti de là, ouais, vers minuit, avec une liste de personnes à appeler. On avait calculé, il nous fallait juste pour, en fait, lancer Aster, les premiers clients vers l'attraction, et ensuite aller chercher une plus grosse levée de fonds, il fallait qu'on sécurise 600 000 €. Hmm. Et voilà, c'était le minimum. Et
Et du coup, je sors de ça avec une liste de gens à appeler, investisseurs historiques, machin, des gens, des contacts et tout, et on finissait par les banques, qui allaient être on va dire, les plus réfractaires. Et le lendemain, je passe ma série d'appels, en fait, ultra décisive. Et à la fin de la journée, on avait 612 000 euros. Donc, on a gardé la date de closing qui était du coup 2 jours après. On a juste changé tous les papiers d'avocats, avec des avocats qui ont travaillé du feu de Dieu. Et donc, on a sauvé la boîte à ce moment-là, parce qu'après, effectivement, on a pu faire les preuves de marché qu'il fallait, lever plus d'argent, etc., etc. Mais on est passé à rien du chaos, quoi. Et voilà, et donc tout ça, ça s'étale sur 4 mois, quoi. Donc mon gros apprentissage, c'était résilience, pas mettre les genoux à terre, le deuxième en tout cas, et pas regarder la Ouais. montagne, regarder ses pieds. Voilà. Ouais, je trouve que c'est important, tout ce que tu dis, parce que au-delà, on a, comme tu le dis, notre parcours d'entrepreneur, ouais, l'ascenseur émotionnel, mais il y a tout ce qui est autour. Et si en plus il y a quelque chose autour qui vient nous perturber, c'est compliqué. Et la loi des séries, en plus là, voilà, tu te dis qu'est-ce qui m'arrive, et ouais, et voilà, faut être résilient et savoir rebondir. Et non, je trouve que c'est hyper inspirant. Très inspirant. Autre question, si tu avais un livre, une série, un film, voilà, à nous conseiller, plusieurs, je crois que je vois Mike Horn derrière toi. Ouais. Donc ça parlerait beaucoup à Ulysse Lubin que j'ai eu en podcast. Mais ouais, si tu as quelque chose à nous conseiller, n'hésite pas. Ouais, alors moi il y a deux bouquins comme ça qui m'ont beaucoup inspiré. En fait, le premier ça s'appelle Antifragile. Euh, Antifragile, bon, je l'ai lu peut-être 2 mois avant le Covid. Alors, putain, je me suis dit, c'est un truc de ouf parce que ça te parle de Black Swan, de construire des systèmes qui prennent en compte l'imprévu pour pouvoir être résilient. Et c'est hyper intéressant la manière dont en fait, l'antifragilité, c'est une notion qui se veut être l'opposé de la fragilité. Mais quel est le mot pour l'opposé de la fragilité? Ça peut pas être la résistance, etc. Parce que la résistance, ou quelque chose qui est fort, qui résiste, ça a forcément un seuil de rupture. Ça résiste, et puis à partir d'un certain moment, d'une certaine valeur d'impact, ça pète. Donc ça marche pas. Et donc en fait, le gars, il a créé, donc c'est sorti en 2012 ce livre, il a créé une notion qui juste dit que, donc invente cette notion d'antifragilité en disant qu'en fait, pour résister aux chocs les plus forts qui soient, et qu'on peut pas prévoir dans un business plan, qu'on peut pas prévoir dans la prospective, il faut en fait intégrer l'inconnu dans son modèle. Et donc ça se décline de plein de manières différentes. Un exemple, c'est arrêtons de construire des murs pour nous protéger, parce qu'encore une fois, tôt ou tard, il y a un boulet qui va arriver et qui va péter le mur. C'est l'exemple du Covid, hein, et il appelle ça un Black Swan. Donc, voilà. Je pense que le Covid, c'était intégré dans très très peu de business plans à 5 ans des entreprises. Et voilà. Et donc, ouais, il donne plein de trucs très concrets. Notamment des trucs, c'est-à-dire il faut recevoir il faut pas se protéger des coups, au contraire, il faut plutôt les prendre, mais prendre des petits coups. C'est mieux de prendre 1000 petits cailloux, enfin, un grain de sable sur la tête qu'un caillou d'une tonne qui va t'assommer. Et donc être proche des petits coups qui, eux, en fait, t'informent de l'évolution d'une situation, d'une tendance et tout. Et voilà, ça s'applique dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans la médecine, dans l'éducation. C'est extrêmement intéressant. Le deuxième, c'est. Moi, j'ai toujours été fan de philo, et en particulier du stoïcisme. Et il y a un bouquin qui s'appelle A Guide to the Good Life, où en fait, il remet le stoïcisme au goût du jour, de comment est-ce que voilà, ce courant philosophique qui nous vient de la Grèce antique, donc qui paraît complètement décorrélé de notre vie actuelle. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui pour être heureux, pour être bien, pour avancer dans un monde qui nous paraît en tout cas meilleur, en tout cas plus heureux, etc. Et super intéressant, ça change vraiment la manière dont on voit nos journées, le monde des interactions avec les gens, la manière
de réagir à certains événements, etc. Donc ça, c'est top. Et ici, un dernier d'ailleurs, dont j'ai entendu parler dans un podcast, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais je vais le lire. C'est la biographie d'André Agassi. Truc de dingue. Truc de dingue. Alors, il paraît que c'est le livre de chevet de Bill Gates. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, mais un truc de dingue. L'histoire de ce gars, on parlait de résilience tout à l'heure, mais c'est une vie de résilience. Une vie à performer dans quelque chose que le mec déteste, et comment être le meilleur, être le numéro 1 mondial dans quelque chose qui nous fait souffrir au quotidien. Est-ce que ça a du sens aussi de faire ça? Voilà. Le bouquin d'Agassi qui s'appelle Open est extraordinaire pour ça. Voilà. Mais c'est vrai que ces biographies, j'en lis quelques-unes, et je trouve que ça peut être hyper inspirant, que ça soit l'art de la victoire du fondateur de Nike, Tiger Woods aussi, qui reste un personnage, et voilà, avec ses différentes facettes qu'on voit pas forcément de l'extérieur, voire même de Elon Musk, qui s'est quand même planté régulièrement, voilà, pour arriver là où il en est. Et ouais, non, mais je note celle d'André Agassi, je ne l'avais pas. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent pour ces échanges. Si tu avais un mot de la fin. Oh, le mot de la fin. J'aime jamais les fins, moi. Oui, mais le mot pour conclure notre podcast, on pourrait échanger encore quelques temps. Si je voulais faire un jeu de mots, le mot de la fin serait bon appétit. Mais bon, si on l'écoute en plein après-midi, ça marche pas. Non, le mot de la fin, digital et management vont plus que jamais de pair. C'est un nouveau contrat social qu'il faut établir dans nos entreprises. L'IT et les RH doivent bosser ensemble à construire ce nouveau contrat social. C'est un nouvel environnement de travail. Il faut en être vraiment conscient et être à la hauteur de cette transformation-là. C'est pas anodin. Donc voilà, le digital, l'IT et le management, la culture, les RH doivent bosser ensemble à construire cette workplace, human and digital. Et c'est plus qu'important parce que ça en va des enjeux d'efficacité réelle, pragmatique de la boîte, mais aussi de qualité de vie au travail réelle, qu'on n'ait pas des gens qui sentent qu'ils font rien de leur journée alors qu'en fait ils sont épuisés de faire plein de réunions tout le temps, de perdre leur temps dans des réunions qui servent à rien. Voilà, dans la pyramide de Maslow, l'accomplissement ça arrive vite quand même, une fois qu'on est nourri et qu'on a un lit où dormir et un toit où se loger. Donc faut quand même qu'on s'accomplit dans son travail, surtout les heures qu'on y passe et le temps de vie qu'on y passe. Donc voilà, c'est une grosse responsabilité, et je suis très heureux moi de participer à travers Aster à aider à apporter une petite pierre à cet édifice, mais les premiers acteurs c'est les entreprises elles-mêmes. Donc voilà, gros défi. Ouais, gros défi, et pour moi c'est vrai que la question ouverte pour conclure, c'est est-ce que cette obligation, ce que le Covid nous a obligés à faire entre la mise en place du télétravail, de changement, c'est pas une opportunité pour rendre notre management meilleur, plus efficace et peut-être plus respectueux des gens, parce qu'on va devoir rendre plus d'humain parce qu'on est obligé. Et je trouve que pour moi c'est une bonne opportunité, je m'en rends compte tous les jours auprès de mes équipes. Donc voilà, et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Romain alors sur les réseaux sociaux, mais juste sur LinkedIn, d'après ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas. Vincent, ouais. C'est ça. Exactement. Je suis que sur LinkedIn. Ouais, ce qui est très bien. Vous retrouverez aussi un lien pour si vous voulez aller utiliser Aster. Vous pourrez retrouver un lien dans la bio. Je vous mettrai aussi tous les liens dans la biographie de l'épisode, entre le lien vers le livre de Vincent, entre les différents livres qui nous ont été cités. Voilà, si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter sur tous les réseaux sociaux, parce qu'on y est de partout. Abonnez-vous aussi sur notre plateforme d'écoute pour ne rater aucun de nos nouveaux épisodes, et puis à bientôt sur DSI et des hommes.